Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence qui a pour objectif de parler de la méthodologie à mettre en place en 2024 pour arriver à positionner vos contenus payants dans Google. Mais avant de parler de 2024, l'idée, c'est de vous faire un petit flashback et de revenir un petit peu en arrière, puisque en 2001 déjà, il y a eu une petite révolution au niveau des contenus payants. Le Financial Times, ft.com, a pour la première fois décidé, on est en 2001 quand même, donc ça veut dire quoi 2001? Ça veut dire globalement 3 ans après la création de Google, avec l'ère des contenus gratuits à tout va. Il révolutionne à cette époque-là le digital en proposant des contenus payants, pour la première fois. 20 ans plus tard, ils ont plus d'1 million d'abonnés payants. Ils ont fait globalement une hausse de 11% chaque année, d'année en année, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont 1 million d'abonnés. Donc cette stratégie peut être en effet payante, mais est-ce qu'elle est pour autant sans impact sur le référencement naturel? Parallèlement, on se rend compte que en 2020, pour être précis, à partir de juin 2020, ça c'est une courbe qui vient de Yuda Insight, depuis 2020, le nombre de requêtes en première page de Google pour le Financial Times n'a fait que chuter. Globalement, ils sont passés de 50 000 requêtes en première page en juin 2020 à moins de 17 000 en mars 2024. Pardon. Comment on peut expliquer ça? Si on vérifie, on se rend compte que quand on accède à un article sur le Financial Times, globalement, l'article ne se positionne, dans le meilleur des cas, sur un seul mot-clé. Et si on regarde bien, on se rend compte que le mot-clé, là en l'occurrence, House Price UK, c'est des mots-clés qu'on retrouve dans la balise title. Bon, également dans la métadescription, mais on sait que ça ne compte pas au niveau du référencement naturel. Donc la stratégie de rendre des contenus payants peut être bonne financièrement, mais tout va dépendre de la manière dont on l'implémente. Donc bonjour, je suis donc Frédéric Gaille, consultant en référencement naturel senior. Ça fait presque 20 ans, plus d'une quinzaine d'années que je fais du référencement naturel. Et j'ai également fondé un site Poustol, qui est une application en ligne qui permet d'améliorer la visibilité des contenus dans les pages de résultats de Google. En fonction de votre mot-clé, elle va vous générer un brief SEO automatique, vous dire exactement le type de contenu que vous devez publier, les angles à aborder, les questions à répondre, etc., etc. Je vous invite à aller faire un tour, c'est gratuit, vous pouvez la tester gratuitement. Aujourd'hui, pendant cette demi-heure que nous avons, je vais vous présenter la méthodologie à mettre en place pour à la fois arriver à proposer des contenus qui soient payants, on verra sous quelle forme, ça peut être des abonnements, un achat à l'article, mais également qui soient accessibles au moteur. Et vous verrez que globalement, il y a 3 étapes à respecter, chacune étant bien indépendante l'une de l'autre, mais chacune avec un impact très important. Et pour vous montrer un petit peu comment ça peut se mettre en place, on prendra un cas client. Ce n'est pas le Figaro, ce n'est pas Le Monde, mais c'est en l'occurrence une de mes clientes, qui est coach de dirigeants, qui a un site qui s'appelle agnesmensocoaching.com, qui a migré une partie de ses contenus en payant. Et on verra que malgré tout, alors qu'elle n'a ni la popularité d'un Monde ou d'un Wikipédia, on arrive, à la différence du Financial Times, on arrive sur des requêtes assez concurrentielles, là en l'occurrence Contrôle Fric, où il y a plus de 3600 recherches mensuelles en moyenne, donc ce n'est pas des petites requêtes, il y a du monde. On a des gros acteurs qui se positionnent en première position, Le Monde, avec un contenu gratuit, à la différence du client, Agnès Menso, qui est juste derrière, elle avec un contenu payant, donc soi-disant inaccessible. Et juste devant Wikipédia. Comment on peut arriver à faire ça, alors qu'à la base, le contenu est invisible? Et à la différence du Financial Times, tout à l'heure en introduction, je vous disais qu'ils arrivaient à se positionner sur une requête.
alors que là, le contenu est payant. On a plus de 200 requêtes, malgré tout, sur lesquelles il arrive à se positionner. Alors, qu'est-ce qu'un contenu payant? On va parler aujourd'hui paywall. Globalement, un contenu payant, sur le principe, là, c'est une copie d'un article du Figaro, du Monde. L'utilisateur commence à lire l'article. Et bien, arrivé à un certain niveau, il y a une barrière. Il y a un message qui dit, si vous voulez voir la suite, il faut payer. Il faut vous abonner, il faut acheter à l'article. Il n'y a pas que l'abonnement, il y a différentes façons d'y arriver. Donc, on va parler de paywall. Le paywall, sans trop paraphraser, c'est rendre accessible un contenu uniquement à des utilisateurs qui ont souscrit à une offre payante. Par défaut, ce contenu est invisible. On verra que ce n'est pas invisible pour tout le monde. Tout à l'heure, je vous parlais du million d'abonnés du Financial Times, mais c'est une vraie tendance qui est en hausse croissante, notamment avec une étude qui date de 2021, demandée par le New York Times, sur le nombre d'abonnés payants des différents sites de presse en ligne. On se rend compte que c'est surtout une démarche anglo-saxonne, puisque les principaux sites de presse générant des abonnements payants sont principalement le New York Times, avec plus de 7 millions d'abonnés. Alors après, c'est un peu normal, puisque c'est américain. On sait qu'aux États-Unis, il y a plus de 330 millions d'habitants, donc 7 millions, ça paraît logique. Sauf que quand on compare avec les États-Unis, avec l'Angleterre, et dans un instant avec la France, qui sont globalement Royaume-Uni et France, à peu près 66-68 millions, donc 5 fois moins d'habitants, on se dit il devrait avoir à peu près 5 fois moins d'abonnés. En réalité, on va se rendre compte dans un instant, dès que j'aurai appuyé sur le bouton, que le principal site de presse qui fonctionne avec des abonnés en France, celui qui génère le plus d'abonnés, c'est Le Monde, mais il n'a entre guillemets que 300 000 abonnés. Donc par rapport à la population, ça reste encore en deçà de ce que peuvent faire les pays anglophones. À titre indicatif, Le Monde, 300 000 abonnés. Le deuxième, petite idée, l'équipe.fr, 259 000 abonnés, payants. Et le troisième, Mediapart, 170 000 abonnés payants sur les chiffres de 2021. À titre indicatif, Le Monde, l'abonnement à l'année, c'est 120 €. Il y a souvent des offres. Donc vous faites le ratio, 300 000 abonnés, 120 €. Ça peut vite faire, en effet, un chiffre assez conséquent dans la presse. Surtout que cette tendance est récurrente. Elle s'est déclenchée, cette tendance de proposer des articles payants et de chercher des abonnés. Elle s'est déclenchée pendant la période du Covid. Il y a l'Institut Reuters qui, en 2022, a réalisé une étude qui montrait que pour 79% des sites de presse internationaux, la principale ressource était justement devenue le contenu payant. Et en France, c'est vraiment en train aussi de se développer, puisque les chiffres que vous voyez derrière moi sont très très récents. Il y a de plus en plus d'études, ça montre aussi l'intérêt. Ils datent de février 2024, et là, on se rend compte que les utilisateurs sont prêts en effet et investissent de plus en plus sur des sites de presse en payant les articles ou l'abonnement. Alors face à ces bons chiffres, comment on explique ça? Déjà, mettre en place des solutions d'abonnement a des avantages. Clairement, vous allez pouvoir fidéliser vos utilisateurs, puisqu'ils deviennent récurrents. Chaque mois, ils vont payer, et on sait très bien, il suffit de regarder les stats avec Google Analytics ou autre, on sait très bien qu'un utilisateur fidélisé va
consommer davantage. Il va avoir plus de pages, il va acheter davantage. Donc le premier gros avantage, c'est la fidélisation et la récurrence des revenus. Ce qui n'est pas négligeable, puisque parallèlement, on sait que les recettes publicitaires ne sont pas toujours très fiables. Il y a eu pendant le Covid des baisses, c'est remonté un petit peu, mais c'est assez difficile de contrôler les recettes publicitaires, et que c'est du coup un très bon moyen palliatif. On va varier, c'est le deuxième avantage non négligeable, surtout en 2024, on va varier aussi avec les contenus payants, les sources de dépendance. Vous l'avez peut-être déjà entendu, ou vous le lirez prochainement, mais Chrome, c'est quand même 75% des parts de marché, enfin 77% dans le monde, a décidé en 2024 de supprimer les cookies tiers. Pour information, les cookies tiers, c'est les informations que vous envoyez à des sites tiers. Les cookies maison, eux, third party, sont toujours actifs. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous dépendez de la pub, ça va être compliqué à la fin de l'année de pouvoir attirer davantage d'annonceurs parce que vous aurez moins d'infos à leur communiquer sur votre audience. Alors que ceux, justement, c'est le deuxième gros avantage, qui ont mis en place des contenus payants, comme c'est basé sur un cookie maison, third party, eux, ils vont pouvoir communiquer sur leur audience et favoriser aussi les ventes de publicité sur leur site, parce qu'ils auront des données à annoncer aux annonceurs. Donc plusieurs avantages. On pourrait se dire, ça peut bien fonctionner, surtout si mon SEO est efficace. Où sont les inconvénients? Il y en a deux majeurs avant de passer sur des contenus payants. Il faut vraiment réfléchir, ce n'est pas pour tout le monde. Le premier inconvénient, à partir du moment où vous passez sur des contenus payants, il faut impérativement que vos contenus soient de qualité. Alors qualité, c'est facile à dire, surtout quand en SEO, on n'arrête pas d'en parler, mais là, c'est un indispensable. Et on va voir justement, au fil des slides, comment on peut arriver à produire ces contenus de qualité. Si vous n'êtes pas en mesure de produire un contenu de qualité qui se démarque réellement de vos concurrents, qui apporte une vraie valeur ajoutée, vous aurez du mal à générer des abonnements. Pourquoi Le Monde, pourquoi d'autres sites de presse fonctionnent en abonnement? Parce que finalement, ils rendent payants des interviews particulières, des études, des décryptages profonds de l'actualité. Et en général, les brèves sont plutôt gratuites. Donc ça, premier inconvénient, c'est de pouvoir produire régulièrement des contenus de qualité. Le deuxième, c'est la facilité ou non d'arriver à contourner. Parce qu'à partir du moment où vous mettez en place une solution payante, une barrière à l'entrée, certaines versions, on le verra dans un instant, sont tout à fait contournables et finalement, ce n'est pas réellement payant pour quelqu'un qui comprend un petit peu comment ça fonctionne. Après, il existe des solutions bien plus solides. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais sur la requête contourner paywall, il y a 10 000 pages qui s'affichent, sous-entendant que c'est quand même une notion non négligeable, le contournement, et se lancer dans les contenus payants, s'il n'y a pas une vraie réflexion sur la manière réellement de les implémenter pour ne pas être piraté à ce niveau-là, ça peut être un frein. Alors, je vous disais tout à l'heure, une méthodologie en 3 étapes. Le premier aspect sur lequel il faudra s'interroger, c'est les aspects marketing. Et les paywalls, il n'y a pas un paywall, il y a plusieurs paywalls possibles. Il faut trouver le bon en fonction de vos objectifs. Le premier, retenu d'ailleurs par le Financial Times que je prenais en exemple tout à l'heure, c'est ce qu'on peut appeler un paywall, hard paywall ou blocage complet. Si vous allez sur Financial Times, vous verrez qu'à chaque fois que vous demandez un article, cet article est bloqué. Vous avez juste accès au titre et dans le meilleur des cas, une petite phrase. À partir du moment où vous voulez le fond, en savoir plus, il faut souscrire un abonnement. Déjà, on fait un peu le pendant là entre ce que je vous disais en introduction sur Financial Times qui avait subi une forte chute suite à cette utilisation de type des contenus payants, et là, le système qu'ils ont mis en place qui est très très verrouillé. On verra aussi dans un instant qu'il y a des avantages, et je ne pense pas que ça soit du tout une erreur, c'est plus une volonté pour eux, pour répondre à un autre critère, sécurité en l'occurrence, mais ce n'est pas anodin puisque c'est un fort impact, on l'a vu, sur leur trafic SEO.
Si vous choisissez cette stratégie-là, il faut savoir aussi qu'à partir du moment où, quand on vient sur votre site, si on ne peut lire aucun contenu, vous allez avoir du mal, enfin vous n'arriverez pas, à attirer régulièrement de nouveaux utilisateurs, puisqu'ils savent qu'ils n'auront rien à lire. Il n'y aura que du payant. Donc ça veut dire que si vous vous lancez sur cette voie-là, il faut que soit vous soyez une marque qui a une certaine notoriété, ou vous cibliez déjà une niche, avec des gens qui savent qu'ils pourront trouver une information qualitative. Deuxième type de paywall possible, ce qu'on appelle le paywall limité ou mesuré. C'est par exemple la solution qui a été mise en place par le New York Times. Je vous rappelle, plus de 7 millions d'abonnés. C'est aussi une solution qui fonctionne. Là, vous pouvez accéder à tous les contenus, mais en lecture complète. Mais au bout d'un moment, le nombre est comptabilisé et vous, au bout de, en général, c'est une dizaine par mois. Enfin, c'est la recommandation de Google si vous choisissez cette solution-là. Vous ne pouvez plus consulter et il faut souscrire à l'offre. Offre qui peut être, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, soit un abonnement, soit un achat à l'article, ou alors il y a un site de presse sud-africain, le Maverick Insider, qui lui propose une autre solution qui est de payer aussi en fonction de ce que vous pouvez mettre. C'est-à-dire que l'utilisateur paye chaque mois un montant libre. Eux, ils recommandent 150 rands, ça fait à peu près 7 € par mois. Troisième type de paywall, ce qu'on appelle le paywall partiel. C'est-à-dire que vous proposez un mixte entre des contenus payants très quali et des contenus gratuits qui vont attirer les utilisateurs. Vous allez commencer à capitaliser sur votre nombre d'utilisateurs, vous allez les attirer avec ce type de contenu. Et certains contenus hautement qualitatifs, vous avez beaucoup travaillé, qui apportent une vraie valeur ajoutée, vous les rendez payants, mais on verra comment on les rend payants dans un instant. Et ça, c'est la grosse majorité, notamment des sites de presse français, qui présentent tous à peu près cette stratégie-là, que ce soit Le Monde, Le Figaro, Le Point, tous, où on a des articles gratuits mixés avec des articles payants. À titre purement indicatif, mais je n'ai même pas fait de slide dessus parce que c'est vraiment anecdotique, mais il existe il faut le savoir juste, il existe une 4e version de paywall, c'est ce qu'on appelle les paywalls dynamiques. En réalité, c'est des outils qui vont afficher des contenus, alors ils servent aussi pas mal de l'IA, qui vont afficher des contenus en fonction du profil de l'utilisateur. Si on voit qu'il consulte plus d'articles de ce type-là, on va lui proposer ou pas des contenus payants en fonction de ses intérêts. Donc, premier aspect à prendre en compte quand vous vous lancez sur les contenus payants, le choix marketing, qui va directement impacter vos revenus. Alors c'est bien, vous avez décidé de passer sur des contenus payants, et là on va rentrer vraiment sur un point crucial, qui est le deuxième aspect sur les 3 qu'on doit voir, c'est tout ce qui va concerner les aspects techniques. Et c'est là où c'est fondamental, parce que ce n'est pas ça qui va vous apporter le succès au niveau du référencement naturel. Mais par contre, si c'est mal implémenté, vous n'allez pas réussir à générer le trafic escompté. La manière dont vous allez implémenter votre barrière, votre paywall, va directement influencer vos résultats organiques. Donc, globalement, il existe 2 grands types d'implémentation, chacune avec plusieurs sous-branches. Tout ça, ça va dépendre de votre connaissance technique, de votre budget, parce que dans certains cas, vous pourrez presque le faire tout seul, entre guillemets, mais il y a aussi des conséquences si vous choisissez cette solution-là. Et la plupart du temps, en tout cas, nous, pour le site auquel je faisais référence tout à l'heure, on a décidé de passer évidemment par un développeur, et je vous montrerai comment il a fait. Donc globalement, vous avez soit une implémentation côté client, qui elle va se diviser en 2 aspects. Soit vous, et ça existe, alors c'est simple à faire, c'est rapide. Pour chaque critère, j'ai indiqué d'ailleurs la facilité de développement, les possibilités, parce que c'est le vrai risque, l'inconvénient majeur que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le contournement.
et les risques aussi au niveau à chaque fois de votre SEO. Côté navigateur, vous pouvez l'implémenter tout simplement via du CSS. Ça existe, c'est très facile. Vous n'avez même pas forcément besoin d'un développeur. Le risque au niveau SEO il est quasiment nul, puisque votre contenu est en réalité toujours, le contenu caché est en réalité toujours dans la page. Mais le vrai souci, c'est que quelqu'un un tout petit peu débrouillard peut passer par une extension comme WebDev ou autre, décocher le CSS, et à ce moment-là, évidemment, le contenu apparaît. Toujours côté navigateur, alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué à développer. Vous pouvez le mettre en JavaScript. L'avantage, c'est que c'est plus compliqué pour aller essayer de le contourner. Maintenant, avec des crawlers, OnCrawl ou Screaming Frog, on peut très bien, sur certains cas, arriver à contourner aussi le problème. Et d'un point de vue SEO, ça peut être compliqué. C'est moyen, mais il n'y a pas un risque énorme, mais si c'est mal fait, mais de toute manière, le problème, on ne s'est pas orienté sur cette solution-là JS, parce que les solutions de contournement sont sont tout à fait faisables, et que l'objectif, si on se lance dedans, c'est évidemment de ne pas se faire pirater les contenus. Côté serveur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va utiliser soit un langage PHP, donc là, généralement, vous n'êtes pas forcément en mesure, sauf si vous êtes développeur, de le faire, donc il faut passer par un développeur. Les risques SEO sont beaucoup plus importants, puisque par défaut, si c'est mal fait, mais on va voir dans un instant comment le faire, en suivant les consignes de Google, si c'est mal fait, vous n'arrivez pas à générer du trafic, puisque Google n'arrivera pas à rentrer, à comprendre votre contenu, à le découvrir tout simplement. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est sûrement ce qu'a fait le Financial Times, puisqu'on a vu au début qu'ils n'arrivaient pas à remonter au niveau du contenu, parce que Google finalement n'arrivait pas à remonter. En réalité, le Financial Times a choisi une autre solution qui est serveur, mais ils ont, volontairement ou non, personnellement je pense que c'est volontaire, ils ont choisi la solution extrême, qui est côté serveur, sans aucune optimisation SEO, hormis le header. Contournement impossible, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Énorme contrainte, Google n'arrive pas à découvrir les contenus, et au final, il se positionne à chaque fois sur un article, sur un mot-clé, et du coup, la courbe que vous avez vue en début s'explique largement, puisque finalement, ils ont fait le choix de générer du chiffre d'affaires sans se servir réellement du levier organique. Donc ce n'est pas non plus la solution qu'on a retenue. On a préféré s'orienter vers la solution du serveur avec une intégration en PHP, passer par un développeur. Et pour limiter les risques SEO, comment on a fait ? Comment on a fait pour atteindre le résultat que vous avez vu tout à l'heure, parmi de nombreux autres ? On a suivi les consignes de Google. Google a tout intérêt à ce que vous arriviez à rendre votre contenu accessible, parce que plus vous allez produire des contenus, plus eux vont pouvoir y passer de la pub, donc ils ont tout à fait intérêt. Jusqu'en 2017, on avait le first click free, c'est-à-dire que les sites de presse devaient produire un contenu gratuit au premier clic. Ça a été abandonné en 2017. Maintenant, vous n'avez plus que deux solutions pour l'implémenter. Soit ce qu'on appelle un comptage. Donc Google demande à ce que sur un mois, il y ait 10 articles, en général 10. Plutôt le mois, il déconseille de le faire à la journée. 10 articles qui sont gratuits. Ce n'est pas la solution qu'on a choisie. L'autre, ce qu'on a retenu, c'est l'introduction. C'est-à-dire que vous rendez gratuit un extrait. La seule solution, enfin le seul point fondamental, si ce n'est pas respecté, c'est là où vous allez avoir de gros soucis, vous perdrez en visibilité, c'est qu'en réfléchissant bien, il n'y a aucun contenu dans la page, mais pourtant on se positionne avec un contenu qu'on envoie à Google. Donc Google a un contenu différent de ce qu'il y a dans la page. Ça s'appelle normalement du cloaking, c'est interdit, ça peut entraîner en effet des pertes de visibilité, des sanctions, sauf que dans ce cas-là précis, c'est autorisé. C'est autorisé à condition de respecter les quelques consignes qui vont suivre. Premièrement, vous devez définir, ça c'est votre développeur qui le sait, qui le fera, vous devez définir
une classe pour la partie payante. Dès que vous avez un contenu payant, vous devez indiquer qu'il est compris dans une classe qui s'appelle... Google recommande Paywall, on n'a pas fait compliqué, on a laissé Paywall, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le site que je vous ai montré tout à l'heure, enfin l'URL dont je vous ai parlé, c'est du WordPress. Donc ça veut dire que pour l'éditeur du site, c'est très simple, le développeur lui a juste fait un bloc qu'elle met au début de sa section payante. Elle met le même bloc en fin de section, et ça se traduit en ligne par un bandeau qui bloque l'accès au reste du contenu. Et c'est ce bandeau qui génère la classe Paywall. Deuxième consigne impérative demandée par Google, générer des données structurées, des balises spéciales que vous allez mettre dans votre page, qui indiquent à Google, d'une part, que ce contenu n'est pas accessible gratuitement, false, et que vous utilisez la classe Paywall. Ça, il faut l'injecter. Sur du WordPress, l'injection se fait, entre guillemets, relativement facilement, puisque là, on utilise un plugin qui s'appelle RankMath, c'est l'équivalent de Yoast. RankMath, l'énorme avantage quand vous implémentez du payant, c'est qu'il y a des hooks. Et donc, du coup, on a pu injecter les données structurées demandées par Google via un hook de RankMath dans le code de la page. Enfin, Google précise de vérifier votre implémentation pour s'assurer qu'il a bien accès au contenu. Donc, on utilise Google Search Console, l'outil d'inspection. Vous rentrez votre URL dans la barre de recherche et Google va aller récupérer votre contenu et on voit clairement ici qu'il arrive très bien à comprendre que la donnée structurée a été injectée. À partir de ce moment-là, on sait qu'il n'y aura pas de souci, ce ne sera pas du cloaking et que Google va comprendre notre contenu. Petite info supplémentaire, ce n'est pas une obligation, c'est conseillé de rajouter une balise noarchive parce que, notamment là dans le cas du site que je vous ai montré, il existait avant. Donc Google avait déjà indexé des pages en gratuit et l'objectif était évidemment de ne plus pouvoir accéder aux pages gratuites. Donc la balise noarchive aide, et nous, à titre indicatif, pour prendre aucun risque, on avait changé les URL et mis des redirections. Et pour le contournement, ça c'est un petit bonus, pour être sûr qu'il n'y ait que Google ou un utilisateur payant qui accède à votre contenu, il faut savoir que Google donne ses adresses IP. Elles sont en ligne, dynamiques. Il a un fichier en ligne où vous allez récupérer toutes les adresses IP de Google. Donc on vérifie aussi que la personne qui vient est bien une adresse IP Google. Vous pouvez même faire du reverse IP, c'est-à-dire s'assurer par un contrôle supplémentaire que c'est une vraie adresse IP de Google. Donc le contournement, ce n'est pas celui du Financial Times qui est imparable, mais c'est très, 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 très compliqué de le contourner. Donc techniquement, pour y arriver, ce sont ces quelques consignes. Alors ça paraît tout bête, mais ils ont énormément simplifié le process. Dernier aspect, et pas des moindres, parce que si vous avez mis en place ces recommandations techniques, ça ne va pas suffire. Ce n'est pas parce que vous respectez les consignes techniques de Google que vous allez arriver à vous positionner dans Google sur la requête que j'ai montrée tout à l'heure, ou n'importe quelle requête. Pour y arriver, là, vous allez rentrer dans une démarche purement SEO, où, je le rappelle, mais vous aurez les liens ici sur les slides, l'objectif de Google, c'est tout le temps de produire des contenus qualitatifs. Pour arriver à produire des contenus qualitatifs, y compris vos contenus payants, je dirais même plus encore vos contenus payants, parce qu'il faut capter aussi vos abonnés, il faut les faire revenir. La première des choses, c'est de trouver les bons mots-clés. Alors c'est facile de dire ça, mais c'est simplement un mot-clé sur lequel vous savez qu'il y a de la recherche mensuelle, un minimum en tout cas, que vous n'avez pas encore publié de contenu. Donc là, vous pouvez utiliser le Google Keyword Planner. Nous, on a utilisé l'outil interne dont je vous parlais tout à l'heure, où il nous a dit par exemple sur Control Freak, ben voilà, on sait qu'il y a 3000 personnes tous les mois, on a vu un peu la thématique qu'il y avait autour, on s'est rendu compte qu'on n'était pas positionné, on savait qu'il y avait de la recherche régulièrement, chaque mois, et que donc il n'y avait aucun contenu qui avait été publié. Donc on s'est dit, par rapport, ça correspond évidemment à la thématique de la cliente, je rappelle, dans le coaching de dirigeants. Et donc du coup, l'outil, ou vous allez pouvoir du coup générer un brief. Ça veut dire quoi générer un brief SEO? Ça veut dire trouver, en fonction de votre mot-clé, le type d'article que vous devez produire. Là, en l'occurrence, il avait été conseillé de produire un contenu qui
qui est générique, rassemblant différentes opinions, sources, recommandations sur le sujet, faire un contenu générique sur ce sujet-là. On avait les questions auxquelles il fallait répondre, les angles à aborder, les mots-clés à injecter. Donc le brief a été donné à l'équipe éditoriale qui a rédigé le contenu. Ce contenu, surtout, rappelez-vous du premier slide où on est juste un site d'une consultante qui se bat contre Wikipédia et Le Monde. Mais comment on arrive? On s'est assuré que le contenu qui a été produit, on l'a comparé à ce que faisait la concurrence, on l'a audité, on s'est assuré que les balises les plus importantes étaient bien respectées, que le mot-clé avait bien été mis, on le sait, dans le title, dans le H1, dans le premier paragraphe, dans l'URL, enfin toutes les balises importantes. On a regardé ce qu'avait fait la concurrence, on se rendait compte aussi que sur ce mot-clé-là, la concurrence, elle n'était pas toujours au fait, parce qu'on sait très bien que les journalistes ne sont pas forcément les personnes les plus pointilleuses sur cet aspect-là. À partir du moment où on savait que notre contenu était intéressant, qui tenait la concurrence, enfin qui était au niveau de la concurrence, voire même mieux sur les aspects d'optimisation, et qui respectait les consignes de Google, autre aspect et avant-dernier aspect, ça a été d'injecter des liens internes, voire externes. En l'occurrence, là, le budget était uniquement prévu pour du maillage interne. Et donc, simplement en identifiant sur le site de la cliente d'anciens contenus qui traitaient ou qui faisaient référence au sujet dont on était en train de parler, en y plaçant des liens vers notre sujet, ça a généré un maillage interne. Et dernière recommandation intéressante, parce que là, il y a Le Monde, il y a Wikipédia, ça bouge beaucoup dans la presse. Donc l'objectif, c'est évidemment de suivre régulièrement l'évolution du mot-clé. C'est-à-dire que chaque mois, vous pouvez recevoir une alerte qui vous dit ben voilà, on a perdu une position, ça permet de réagir ou non en fonction de vos objectifs. Vous pouvez le faire avec Search Console manuellement, sinon il y a des outils pour pouvoir recevoir des emails et être informé. Donc pour résumer sur le cas client que je vous ai présenté ce matin, 1. Pour arriver à obtenir ces résultats, on a retenu le paywall partiel, c'est-à-dire qu'on donne des contenus gratuitement, couplés avec des contenus payants, tous de qualité, y compris les contenus payants, les contenus gratuits, pardon, même s'ils sont un peu moins travaillés, mais ils sont quand même de qualité. On a rendu accessible sur les contenus payants un extrait, comme recommandé par Google. Nous, en l'occurrence, cet extrait, il y a à peu près 15% de l'article qui est accessible. Donc vous revenez au chiffre que je vous ai donné au début, 15% accessible, ça veut dire globalement 300, 400 mots. Pourtant, on arrive avec l'article que je vous ai présenté à se positionner sur plus de 200 mots. Donc ça veut dire que Google arrive sans problème à lire tout le contenu qui est bloqué. Et évidemment, pour arriver à obtenir ces résultats-là, on a respecté toutes les consignes techniques que je vous ai présentées succinctement ce matin. Et on a travaillé le contenu payant comme s'il était, il est d'ailleurs pour Google, accessible à tout le monde. On a mis un sommaire, on a mis des questions-réponses, on a injecté les données structurées de type FAQ ou autre. Ce qui fait qu'au final, aujourd'hui, sur cette requête contre le fric, mais évidemment pas que celle-ci, plein d'autres, on a réussi très souvent à positionner un site qui n'a pas la notoriété de Google, du Monde ou de Wikipédia ou des sites de presse dans Google, généralement en top 10 et très 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 souvent en top 3, avec cette stratégie. Pour conclure, je vais vous poser une question pour les plus assidus, qui est celle-ci. Donc si vous avez bien suivi, et si vous vous souvenez du chiffre que j'ai donné en tout début, pour ceux qui étaient déjà là, vous aurez le droit de voir un mug qui vous attend. Donc, vas-y. 300. Ok, ça marche. Voilà. Je crois que c'est tout. Voilà. Parfait. Merci pour votre attention. Merci Frédéric. On va avoir le temps de prendre une question. Donc si quelqu'un a une question. Et ensuite, sinon, n'hésitez pas à voir Frédéric après. Je pense qu'il sera disponible pour échanger avec vous directement.
C'était quoi ta méthodologie pour comprendre que tu pouvais positionner ton article sur Control Flick avec, enfin, comment tu as analysé que ce qu'il fallait que tu travailles en termes édito pour passer devant Le Monde, Wikipédia et tout? L'objectif, c'est vraiment de répondre aux attentes des utilisateurs. À partir du moment où sur une requête, tu sais ce qu'ils recherchent, il faut arriver à le caser dedans. Donc sur Control Flick, en réalité, je vais assez vite, mais vous le verrez sur les slides, Google hésitait entre, c'est intéressant, entre Control Flick au niveau psychologie de travail, c'était le sujet de ma cliente, mais aussi au niveau, il y a des Xbox, il y a des chanteuses, il y a des autres thématiques. Donc on a resserré sur la thématique du travail, la psychologie. On a récupéré le champ sémantique, on a récupéré les questions, on a récupéré les angles à aborder. Et c'est ce brief qui nous a guidés. Et finalement, il n'y avait qu'à suivre. C'est cette stratégie-là qu'on a mis en place. Écrire sur Control Flick, pourquoi? Parce que déjà, il y avait du volume de recherche, au début. Parce que c'est un sujet qui intéressait aussi la cliente, qui est lié à son activité, qui lui permet de générer du fameux contenu client. Et c'était simplement identifier les attentes des utilisateurs. C'est tout bête de dire ça, mais à partir vraiment du moment où on produit des contenus, là, je parle d'un site de coach, Ok, travaille c'est aussi Bertrand sur un site de Masson. presse de Géogol. Pareil, là, c'est l'équipe.fr qui est le concurrent. On fait la même stratégie, on tape des requêtes, c'est exactement pareil, que ce soit golfeur français, pareil, ils sont juste devant ou derrière l'outil, avec cette même réflexion. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, juste des exemples concrets de ce que tu as fait qui était différent du Monde, et tu te dis ça en termes d'édito, c'est meilleur que... Alors, je n'ai pas regardé Le Monde, ce qu'ils avaient rédigé, je n'ai pas essayé de faire en fonction des concurrents. J'ai fait vraiment en fonction de ce que veulent les utilisateurs. Et c'est seulement à l'étape audit où j'ai été regarder ce contenu que j'avais rédigé, est-ce qu'il était suffisamment optimisé par rapport aux concurrents. Mais ce n'est pas parce que Le Monde... Alors, c'est un tout petit peu faux ce que je te dis, parce que dans le brief, au début, on regarde quand même la structure des articles du Monde, la structure des articles de Wikipédia, de quoi ils parlent, pour qu'on ne soit pas complètement à l'ouest. Mais globalement, c'est pas ce que fait les autres qui nous intéresse, c'est ce que veulent les utilisateurs. Et ça, tu le regardes avec... Non, alors, soit pour un article, on peut le faire à la main, vous pouvez prendre le mot-clé, vous pouvez par l'outil de keyword modification, le planner keyword tool, pardon. Après, nous, on a depuis longtemps un outil en interne qui nous fait gagner du temps, ce dont je parlais tout à l'heure, qui est en ligne d'ailleurs, mais c'est une façon de gagner du temps. C'est Rocco, si tu regardes ta page Google, tu vois qu'il y a des questions, tu essayes de revoir les mots-clés qu'utilisent tes concurrents, il y a des tas d'outils qui permettent de les développer. Merci à nouveau.